Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour la première émission, pour la première de cette rentrée, pour la première de cette deuxième saison, je dis bien deuxième et pas seconde, de cette deuxième saison en public et à l'école alsacienne. Cette deuxième saison commence alors que hier, samedi, Mediapart a consacré un long article à notre émission, ou plus exactement à partir de notre podcast, à une réflexion très intéressante sur l'avenir du podcast. Article qui rejoint, qui nous dit des choses agréables sur ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, agréable et juste, ce qui n'est pas toujours le cas quand on dit des choses agréables, mais surtout qui, si je puis dire, élève la question au niveau de celle de l'avenir du podcast. Or, c'est précisément ce que nous expérimentons et ce que nous croyons, mes amis et moi, c'est que le podcast offre aujourd'hui la possibilité de tenir les promesses que les radios libres, au début des années 80, n'ont pas tenues, et même au pied desquelles elles ont échoué souvent de manière assez misérable, si on juge en tout cas le comportement moral de ceux qui avaient demandé des fréquences radio pour ranimer la société civile et qui se sont empressés de les vendre à des sociétés à responsabilité limitée. Donc nous commençons sous des auspices agréable, d'autant plus que nos thématiques de cet été ont été accueillies par vous de manière tout à fait positive et que vos commentaires ont été abondants, pas toujours d'accord évidemment, mais ont montré en tout cas l'écoute, l'importance de l'écoute et l'intérêt que vous avez attaché à ces thématiques. J'ajoute à ça que le soutien de la compagnie d'assurance MMA nous a permis de récupérer ce que les procès gagnés par nous avaient coûté, et donc de redémarrer cet été. On a devant nous une année riche en événements nationaux autour des modifications du paysage politique dont nous analyserons tout à l'heure les prémices, et riche en événements internationaux qui vont de l'évolution de la question syrienne aux élections de mi-mandat aux États-Unis, dans le contexte dont la récente tribune publiée par le New York Times est un symptôme, et qui vont des élections européennes à la montée des extrémismes, en passant par l'accomplissement du Brexit, mais de quel Brexit ? Il n'en reste pas moins que si nous voulons poursuivre jusqu'en juin, et si vous le voulez, ces deux volontés vont devoir s'unir. Elles vont devoir s'unir dans une campagne de financement participatif. Ne perdons pas de vue que, comme le savent tous ceux qui se sont lancés dans un sport ou dans un autre, la chance des débutants demande à être entretenue avec vigilance si on ne veut pas qu'elle se transforme en feu de paille. Donc, nous vous proposons sur KissKissBankBank une campagne de financement participatif. Toutes sortes de contributions de 5 € à 1500 € et plus y sont proposées en fonction de ces contributions, vous serez un auditeur sachant auditer, un auditeur engagé, un auditeur patenté, affirmé, confirmé, invétéré, impénitent, ou, à partir de 1500 €, un auditeur vénéré qui recevra même le titre d'invité honoris causa au Nouvel Esprit Public. Nous sommes sur KissKissBankBank et non sur Ulule où nous étions l'année dernière, ce qui ne suppose aucune espèce de réserve sur l'aide que Ulule nous avait apportée. Il y a simplement une circonstance de fait. L'un des fondateurs de KissKissBankBank est une vieille relation à moi. Nous nous étions ratés l'année dernière parce que nous étions très pressés et que lui n'était pas en France, et je lui avais promis de rétablir, si je puis dire, notre collaboration, mais sachez en tout cas que ça n'a aucune signification désagréable à l'égard de Ulule, et que je remercie comme je remercie avec mes camarades, ceux des auditeurs qui nous ont soutenus financièrement, Catherine Tron, Antoine Zilbert, Bénédicte Duroux, Pascal Denis et Philippe Guiblin. Et oui, et moi je vais remercier dans le même esprit Nicolas Jachiette, Dominique Bloch-Berti, Françoise Dugois, Christophe Bachelet et Alexandre Pitoisé. En ouverture de cette saison 2, je remercie au nom de toute la communauté du Nouvel Esprit Public Loïc Beignet, Nicolas Gauguez, Karine Cassongo, Jean-Marc Duboulot et Alain Cougar.
Pour ma part, je remercierai Benoît d'Assonville, Patrick Jacquin, Dominique de Geoffroy et Marc Desgranges. Merci beaucoup à eux et à ceux qui vont les rejoindre dans cette nouvelle campagne de financement. Vous trouverez tout, bien entendu, sur notre site. Nous sommes toujours, et plus que jamais, partenaires du 1, qui cette semaine se demande comment sauver les profs. Ce métier déconsidéré, mal payé et qui fait si peu rêver que les concours de recrutement ne suffisent pas à pourvoir les milliers de postes vacants. Nous allons maintenant essayer d'éclairer certains éléments de l'actualité des semaines écoulées et nous commencerons par la fin de la magie Macron. La popularité du président de la République, notamment mesurée par les sondages, est au plus bas. Elle se situe en dessous de celle de son prédécesseur à la même étape de son mandat. Plusieurs affaires peuvent l'expliquer. L'affaire Benalla, qui a réveillé l'opposition au Parlement et révélé une exagération dans le fonctionnement monarchique de la République et de sa présidence. 3 affaires qui ont affecté les prétentions du président et de son entourage à l'exemplarité. L'affaire Françoise Nyssen et les soupçons de désinvolture à l'égard des règles de protection du patrimoine dont elle est la ministre. L'affaire Besson et la nomination comme consul général à Los Angeles d'un hagiographe d'Emmanuel Macron. Et enfin, la démission de la ministre des Sports, justifiée par des raisons personnelles qui ont vite pris une apparence fiscale embarrassante. S'y est ajoutée l'affaire Hulot et la démission d'un ministre censé personnifier la détermination écologiste du gouvernement. Son remplacement par un vieux routier des appareils politiques interroge sur la place que conserve la société civile dans le nouveau monde du candidat Macron. Le remplacement de ce remplaçant par Richard Ferrand, un très proche du président, sous le coup d'une information judiciaire pour prise illégale d'intérêt, renforce les questions évoquées à propos de Françoise Nyssen, Philippe Besson et Laura Flessel. Quant aux pressions exercées par l'Élysée sur les 3, puis sur les 2 candidates au perchoir issues de la même formation que M. Ferrand, elles ont conduit à s'interroger sur la conception du rôle du Parlement d'Emmanuel Macron et sur la permanence de son attachement au renforcement de la place des femmes en politique. Si la valse hésitation dansée par le président et son ministre des Comptes publics à propos du prélèvement à la source n'a pas constitué à proprement parler une affaire, elle n'en a pas moins laissé planer un doute sur la capacité du politique à imposer ses vues à l'administration, en l'occurrence celle de la Direction générale des finances publiques. Or, ce rapport de suggestion nécessaire du technocratique au politique était un des éléments forts du discours de l'actuel président. Cette période de turbulence intervient alors que le gouvernement doit mener plusieurs réformes, celle de la Constitution, celle des retraites, celle de l'assurance chômage, tandis que le budget devra tenir compte de la réduction par l'INSEE des prévisions de croissance pour 2018 de 2 à 1,7%, et alors qu'il lui faut mettre ses troupes en ordre de bataille pour les élections européennes de mai 2019. Sur cette question, Nicolas Bavrez. Finalement, on peut dire que, pour utiliser un mot un peu anglo-saxon, mais que le président disrupteur est aujourd'hui disrupté. Emmanuel Macron est arrivé donc au pouvoir dans des conditions qui étaient uniques depuis le début de la Ve République, avec la volonté de réformer la France tout en refondant l'Union européenne. Et il pouvait s'appuyer sur trois dynamiques: la reprise de l'économie française, la réduction du risque politique en Europe, et puis la dynamique créée par son élection inattendue. Et tout ceci s'est écroulé en un an. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sous la multiplication des affaires et la baisse dans les sondages, il y a 4 retournements qui sont très importants. Le premier, c'est le retournement de la croissance économique. Donc la France a mangé son pain blanc en 2017 avec une croissance de 2,2%. Elle sera de 1,7% cette année, de 1,5% en 2019. Le déficit commercial augmente, le chômage ne baisse pas. Le déficit de la balance commerciale est également en train de remonter, et la dette publique va atteindre 100% du PIB en 2019 avec la reprise des 35 milliards de dettes de la SNCF. Donc une tension économique. Ensuite, la paralysie de l'Union sous le choc des populismes, on va y revenir, mais donc l'euro dans une situation difficile avec la bombe italienne qui est amorcée,
la crise des migrants et puis l'attaque avec un modèle alternatif en Europe porté par les populistes et l'alliance Salvini-Orban. Crise politique aussi, avec finalement le feu croisé, ceux qui à juste titre expliquent que maintenant les réformes sont en panne, et le budget 2019 montre que la réforme de l'État, qui est la clé du changement du modèle français, est aujourd'hui à l'arrêt. Et puis de l'autre côté, les polémiques sur le président des riches, le président des métropoles, le président qui abandonne les Frances périphériques. Et l'image d'Emmanuel Macron elle-même est abîmée. Elle est abîmée en France avec une accusation d'arrogance et de démesure. Et puis elle est maintenant mise en doute en Europe et dans le monde, puisque s'il n'est pas capable de réformer la France, évidemment, ses initiatives en Europe et dans le monde tombent. Alors, les raisons profondes, sous les affaires, je pense qu'il y a des raisons profondes qui tiennent au fait que le système de pouvoir qui a été mis en place après l'élection d'Emmanuel Macron est fondamentalement dysfonctionnel. Le président de la République a tiré toutes les leçons des erreurs et des échecs de François Hollande. Il a ignoré les leçons des échecs et des erreurs de Nicolas Sarkozy. Premièrement, nous avons un système hyper autoritaire, hyper centralisé. Et finalement, il y a peu de gouvernement, il y a un refus du Parlement, il n'y a pas de vrai parti majoritaire, il y a un mépris de l'opposition, il y a un mépris de la société civile et des médias, et ça fait beaucoup. D'où des abus de pouvoir à répétition, le premier ayant été la démission forcée du général Pierre de Villiers. C'est ensuite un pouvoir technocratique. En fait, on s'aperçoit que c'est la revanche de Bercy, y compris sur l'État régalien, et qu'il y a un éloignement, y compris par exemple d'universitaires qui avaient joué un rôle très important dans la campagne d'Emmanuel Macron, par exemple Jean Pisani-Ferry, qui avait créé en quelques semaines son programme. La méthode refuse explicitement la pédagogie et le dialogue, c'est une méthode de rupture. Et enfin, le style accumule des déclarations qui sont des déclarations fracassantes, mais à mon avis peu heureuses, sur les fainéants, sur les Gaulois réfractaires au changement ou sur le pognon de dingue de la protection sociale. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron est perdu ? Je ne pense pas. C'est-à-dire que s'il reste sur ses options, il est clair que ça ne peut pas s'arranger. En revanche, il lui reste une occasion de remettre son quinquennat, de reprendre la main sur son quinquennat. Pourquoi ? Parce que l'Europe et le monde ont aussi beaucoup changé. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il change de stratégie. Le « en même temps » ne marche plus dans une période de grande transformation. Il faut maintenant faire du Mendes France, c'est-à-dire se rappeler que présider, c'est comme gouverner, c'est choisir. Il faut faire des choix dans les réformes, il faut faire des choix dans ses alliés, et il faut surtout changer de style et de méthode. Il faut sans doute changer les hommes, mais ce qui est le plus important, c'est de changer l'état d'esprit de cette présidence. Béatrice Gibelin. Il est habillé pour l'hiver, notre président. Ça, c'est le moins qu'on en puisse dire. Est-ce que, si on fait le point de tout ce qu'il y a, il n'y a vraiment pas grand-chose qui marche. Bon, moi, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, c'est pas ça, mais je vais prendre les choses un peu différemment. Il y a aujourd'hui, les 15 mois qu'on a un président et une nouvelle équipe à la tête du pays, et je vais dire d'entrée de jeu, c'est que pour l'instant, on ne voit pas qui d'autre pourrait y être, ou tout ce qui pourrait y être serait encore plus inquiétant. Donc pour le moment, moi je me réjouis encore que ce soit Macron à la tête de la France et que ce soit ni Mélenchon, ni Marine Le Pen, et je dirais ni même Wauquiez aujourd'hui compte tenu de son discours. Bon, Olivier Faure n'existant pas encore, c'est difficile de l'imaginer. Mais premier point, ça me semble tout à fait important. Alors maintenant, chute dans les sondages, incontestablement. 31%. Chic, c'est moins bien qu'Hollande. Qu'est-ce qu'on est content ? Il fait moins bien qu'Hollande. Alors, pour tous ceux qui n'aiment pas Macron, c'est bien la preuve qu'il n'est pas bon. Il faudrait regarder les sondages avec ce qu'il y a en dessous. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire du tout qu'il ne puisse pas rebondir par rapport à cette chute dans les sondages. Moi, je pense que pour une grande partie des gens qui ont voté pour lui, et j'en fais partie, il est bien sûr une forme d'impatience, bien sûr tout ce qu'a dit Nicolas Bavrez est juste, mais néanmoins, est-ce que c'est aussi rédhibitoire que vous voulez bien le dire ? Moi, je ne le pense pas. L'affaire Benalla, je trouve qu'on a fait un bruit, on a osé qualifier ça dans le monde d'affaire d'État.
Mais qu'est-ce qu'on prendra comme qualificatif quand on sera face à quelque chose d'une autre ampleur? Alors oui, une présidence hyper centralisée, mais le système français constitutionnel est quand même pousse à cela. Et puis ce qui m'interroge dans votre réaction, c'est la séduction qu'il y semble y avoir aujourd'hui, et que je trouve pour ma part inquiétante, sur les hommes forts. La séduction devant un Poutine, la séduction devant un Xi Jinping, la séduction à la limite devant un Erdogan, qui se présentent comme des hommes forts, et en disant, mais au fond, ils savent où ils vont, et puis avec la démocratie, c'est cette mise en cause qu'on sent pointer d'une forme de désillusion de la démocratie. Et ça, je trouve ça effectivement extrêmement inquiétant. Point encore que je voudrais signaler, c'est que on est effectivement avec une impatience. Parce que ça fait, avec Hollande, on pensait que les choses iraient mieux, avec Sarkozy, on pensait que les choses iraient mieux, puis ça ne va jamais mieux. Donc il y a une réelle forme d'impatience, et ce qui m'inquiète, c'est moins ce que vous avez pu énumérer, qu'une sorte de colère sourde qu'on peut sentir dans une partie de la population française, des classes défavorisées ou des petites classes moyennes, qui ont le sentiment qu'on leur demande beaucoup d'efforts, pendant qu'une élite économique ou à bagage intellectuel assez puissant s'en sortent beaucoup mieux. Et ce sentiment d'injustice et donc de déclassement, ça m'inquiète. Et il me semble que s'il y avait quelque chose à corriger, c'est permettre à une partie des Français qui ont fait confiance à Macron, eh bien, qu'elles ont droit aussi à leur part. Parce que rééquilibrer avec quelques dizaines d'euros à la fin de l'année pour ceux qui vont obtenir un peu, ça sera quelques centaines pour quelques autres, et pour un tout petit nombre, ça se comptera en centaines de milliers, voire en millions. Jean-Louis Bourlanges. Oui, alors moi je suis dans une situation un peu particulière ici, parce que je vois bien que Béatrice a voté pour Macron. Moi, c'est pire. C'est Macron qui a voté pour moi. Donc j'ai quand même un devoir de solidarité qui s'impose et qui effectivement n'est pas le plus facile à assumer par cette rentrée un peu couverte. Mais je commencerai par, je crois, faire un zoom à l'envers, si je puis dire, en attirant l'attention sur, en appelant votre attention sur trois choses qui doivent quand même nous conduire à relativiser profondément les choses. D'abord, je crois que tout va mal dans l'ensemble. Regardez l'ensemble des pays aujourd'hui d'Europe et d'Occident. Limitons-nous à l'Occident, limitons-nous aux pays qui sont proches de nous. Ils sont en situation extrêmement difficile. L'Allemagne a un système qui ne fonctionne plus bien. Madame Merkel était perdue. L'Italie, on peut dire ce qu'on veut sur les gaffes de Macron vis-à-vis de Salvini. Je crois qu'il n'a pas été très adroit, mais il reste que Salvini est un fasciste, clairement fasciste. Et un fasciste en Italie, ça veut dire quelque chose. L'Italie est aujourd'hui gouvernée par l'alliance entre un fasciste et une application informatique. Cinque Stelle, est-ce que vous êtes pour l'euro? Non. On est contre. Est-ce que vous êtes pour l'euro? Oui. Ah, maintenant on est pour. C'est ça. Donc entre la Lega et Cinque Stelle, il n'y a pas photo. Le Brexit montre une classe britannique qui nous a pourtant habitués à des choses formidables, en plein désarroi. En plein désarroi. L'Espagne est aujourd'hui dirigée par une coalition entre un parti de gauche et un parti d'extrême gauche qui n'ont pu se mettre d'accord qu'à la condition de reconduire le budget de la droite. Quant à Trump, on voit bien qu'il résiste mieux que certains l'avaient pensé à l'usure du pouvoir, mais c'est au prix d'un véritable dissensus national sans précédent, me semble-t-il, depuis la fin de la guerre de sécession. Je ne dis pas qu'on va vers une guerre de sécession, mais jamais le climat de haine n'a été aussi fort aux États-Unis qu'en ce moment. Donc regardons tout cela. Donc il faut peut-être se dire que nous avons les uns et les autres de très grands problèmes à régler. Et en réalité, nous vivons tous
une crise de l'Occident qui est à la fois une crise des valeurs, de toutes les valeurs, la démocratie représentative, l'économie ouverte régulée, la solidarité sociale et la solidarité européenne, une fragmentation générale des collectivités publiques qui n'affecte pas seulement l'Europe, mais l'ensemble des États nationaux. Une fragmentation, je dis toujours qu'il est significatif que le Royaume-Uni se disloque au moment même où il quitte l'Union européenne. Il y a parallélisme et non pas opposition entre les deux crises. Donc nous avons, et dernier élément de la crise, une perte majeure, malgré les rodomontades et les efforts nationalistes, d'ailleurs couronnés de succès à court terme, du président Trump, un effondrement général des positions de l'Occident par rapport à l'ensemble des pays. Alors je crois que c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron intervient, agit, avec tout un ensemble de difficultés. La deuxième remarque que je ferai, c'est que il n'a pas fait globalement, depuis un an, de bêtises. Moi, j'ai voté avec beaucoup de frustration les différentes lois qui m'ont été soumises, parce que j'avais l'impression de voter pour beaucoup de cailloux, et au milieu desquels on trouvait quelques pépites, mais trop rares et insuffisantes. Cela dit, les cailloux, c'était pas négatif, c'était rien, et les pépites étaient relativement positives. Ce qui a été fait depuis un an, eh bien, il n'y a pas trop de bêtises. Ce qui a été fait la première année par M. Hollande, c'était assez idiot. Ce qui a été fait par Chirac la première année a explosé tout de suite. Il n'y a pas de ce point de vue-là, l'État n'a pas démérité, même si je suis entièrement d'accord avec ce que pense et dit Nicolas sur le fait qu'en matière, par exemple, de maîtrise des dépenses publiques, on n'a pas commencé de faire la moitié du quart du travail à faire. Mais on ne peut pas dire que nous ayons matière à avoir honte de ce qui a été fait depuis un an. La troisième chose, c'est que, comme disait le regretté Bazin de Guermantes dans La Recherche, on exagère toujours. Vous savez, quand on lui annonce que son cousin est mort, alors qu'il veut aller à l'opéra, il veut aller à l'opéra malgré tout, il dit « mais on exagère toujours ». Bon, eh bien, on exagère toujours. Regardez l'affaire Benalla. Vous avez tous, mesdames et messieurs, présent à l'esprit l'ensemble des commissions d'enquête qui ont été constituées dans le passé. Vous vous rappelez tous que quand les services français ont prêté la main à l'administration marocaine pour liquider physiquement le chef de l'opposition marocaine, c'était du temps de M. Ben Barka, vous avez tous en mémoire l'extraordinaire commission d'enquête qui s'est réunie au Parlement. Vous avez tous en mémoire la commission d'enquête qui s'est réunie après la mort de Robert Boulin. Vous avez tous en mémoire la commission d'enquête quand les services français ont coulé un navire de Greenpeace entraînant mort d'homme. Vous avez tous en mémoire le souvenir de la commission d'enquête qui a eu lieu quand M. Méry a annoncé qu'il avait remis une cassette au million à Jacques Chirac à quelques mois de la réélection de celui-ci. Vous n'avez pas ça en mémoire parce que ça n'a jamais eu lieu. Il n'y a jamais eu aucune commission d'enquête. Et là, ce gouvernement, qui n'est pas un gouvernement très professionnel sur le plan politique, s'est pris les pieds dans le tapis, a réussi à ne pas réagir à temps, et on a cette commission d'enquête pour un fait qui est complètement dérisoire, c'est-à-dire un jeune excité qui se prévaut tout à fait abusivement d'une influence excessive, et bon, tout ça est... Alors maintenant, ce que je veux dire je crois qu'il faut quand même... Ça, c'était un préalable. Oui, je vais passer directement du préalable à la conclusion. Je rappelais tout à l'heure à mes camarades, en attendant de commencer cette émission, que le maître mot, la maître phrase de Jean-Louis Bourlanges, c'est « Je serai bref, et cela pour cette raison ». Oui. Vous connaissez le mot d'Henri IV quand il arrive dans une bonne ville et on doit tirer le canon. Et on ne tire pas le canon. Alors le roi s'avance et le représentant des échevins municipaux dit « Sire, nous aurions dû tirer le canon, nous n'avons pas tiré le canon pour cette raison. » Et alors le roi s'attend à effectivement une avoinée. La première raison, c'est que nous n'avons pas de canon. Et le roi dit « Celle-là suffit, arrêtons-nous là !» Bon, et bien, ce que je veux dire, c'est que
ce que révèle, alors on va peut-être revenir là-dessus. Le problème, c'est que Jean-Louis Bourlange, lui, est surarmé. Ce que révèle, il y a 3 choses qui ne vont pas, et je suis d'accord avec une partie de ce qui a été dit par Nicolas. D'abord, nous avons vécu l'illusion du redressement facile. Je l'ai vécu pendant la campagne électorale. Je me rappelle la réunion que j'avais faite avec M. Blanquer à Fontenay-aux-Roses, une réunion qui avait été assez réussie grâce à M. Blanquer. Eh bien, j'avais dit à la fin, on est tous sur un petit nuage, mais ça ne se passera pas comme ça. Le winter is coming, comme dit le feuilleton, et en tout cas, nous allons avoir le redressement du pays ne se fera pas simplement parce qu'on abaissera un impôt sur la fortune, on supprimera l'impôt sur la fortune et le choc de confiance, etc. Ça, c'est du pipeau. Et là, on découvre que oui, c'est beaucoup plus dur, que ça ne marche pas comme ça, et que la vie, comme dit Max Weber, la vie politique consiste à tarauder des planches de bois dur. Deuxièmement, l'illusion du redressement solitaire. Et là, c'est très frappant. Il n'y a pas de majorité. Regardez, il n'y a pas de majorité. Il y a un parti relais, obéissant, et c'est tout. Regardez l'élection de monsieur ou madame la future président ou présidente de l'Assemblée nationale. Il y a un parti qui décide. Je fais partie en principe de la majorité. Nous sommes tout à fait écartés de cela. Nous sommes également écartés pratiquement du gouvernement et sachez que le règlement interne de République En Marche interdit aux parlementaires de République En Marche de co-signer un amendement avec nous, les gens du MoDem. Donc, il y a une étroitesse et en revanche une hypertrophie du moi et la dernière chose qui est très très importante et qui a été pointée par Nicolas, c'est l'illusion du redressement technocratique, c'est-à-dire un redressement où on ne fait pas paraître aux yeux des Français le sens de l'action qu'on mène. Si je résumais la chose, je dirais trop de signes. On fait des signes dans tous les sens, des signes aux écologistes, des signes aux gens, aux chasseurs, mais trop de signes et pas assez de sens. Et là, il faut vraiment que le gouvernement et le président clarifient son projet. Moi, je crois personnellement que le projet de Macron est un projet qui doit être simultanément conservateur et réformateur, que les thèmes du nouveau monde, les thèmes du progressisme, les thèmes de la transformation, thème kafkaïen, la métamorphose, et puis quoi encore, thème kafkaïen par excellence, ça ne va pas. Ce que veulent les Français, c'est faire les réformes nécessaires pour sauvegarder la démocratie libérale, pour sauvegarder une économie ouverte et régulée, pour sauvegarder une protection sociale efficace et pour sauvegarder un environnement propice à leur santé, au maintien de la diversité et hostile au réchauffement climatique. Ça, c'est du conservatisme intelligent, réformateur, et il faut l'assumer comme tel et s'adresser aux gens en leur disant « voilà ce qu'on va faire pour vous ». Et pas simplement s'interroger si M. Rugy ou M. Hulot sont plus sexy dans le landerneau politique l'un que l'autre. Ça n'est pas le problème. Donc il y a 3 grands efforts à faire. J'ai terminé. Nicolas Bavrez. Je crois que le point de départ, c'est ce qu'a très bien rappelé Béatrice Gibelin, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a vraiment une responsabilité historique. C'est souvent galvaudé, mais je crois que on peut dire que, en l'occurrence, c'est fondé. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, son élection a détruit de fait la gauche et la droite classique. Donc, et on ne voit pas qu'elle puisse vraiment se reconstituer avec à la fois des dirigeants solides et de vrais programmes alternatifs de modernisation du pays, en tout cas d'ici à la prochaine élection présidentielle. Ce qui veut dire que Emmanuel Macron n'a vraiment pas droit à l'erreur, parce que s'il échoue, il est clair que nous allons nous retrouver avec une situation à l'italienne, c'est-à-dire nous allons nous retrouver avec les extrémistes. On peut dire par ailleurs que l'Italie ou par exemple la Belgique ont une certaine capacité à vivre sans État et sans gouvernement, ou avec un État et un gouvernement faibles ou peu existants. En France, le jour où des extrémistes mettent la main sur l'État et le gouvernement, c'est très très différent. Et donc, c'est un pays, compte tenu à la fois du poids de l'État et de ses pouvoirs, il est clair que là, nous changerons d'univers. Et il faut l'éviter absolument.
Donc, il est bien vrai que des réformes importantes ont été faites en matière de marché du travail, en matière d'éducation, de normalisation de la fiscalité des entreprises ou du capital. Mais c'est vrai qu'il y a des angles morts qui sont vraiment préoccupants. Et ces angles morts sont bien connus, documentés. La dépense publique et la réforme de l'État, l'islam et enfin la sécurité avec un ciblage systématique de l'État régalien qui se traduit encore aujourd'hui par le massacre, par exemple, des budgets du Quai d'Orsay. Mais la défense et la sécurité intérieure ne sont pas mieux traitées, ni d'ailleurs la justice. Donc, le problème, c'est ce qu'on a dit. L'enjeu, c'est la démocratie contre le populisme. Et là où Emmanuel Macron doit changer, c'est que la dénonciation morale du populisme, non seulement elle ne suffit pas, mais elle est contre-productive. C'est la meilleure manière de faire leur jeu. En revanche, il faut s'attaquer aux causes profondes du populisme. Les problèmes de croissance, de pouvoir d'achat, les problèmes d'inclusion et les problèmes de sécurité intérieure et extérieure. Et pour l'instant, c'est vrai que ça n'est pas fait. Donc, il est très important, et je le rejoins, c'est ce que j'avais aussi pointé. Donc, on ne peut pas, un homme ou deux hommes ne peuvent pas réformer un pays comme la France. Il faut des relais dans le gouvernement, dans la majorité parlementaire, dans le parti parlementaire, dans la société civile. Et il faut un projet et accepter de faire de la pédagogie vers les citoyens. Et je finirai simplement en disant rappelant la formule du cardinal de Retz, qui disait que pour un homme d'État, il convient moins encore de dire des bêtises que d'en faire. Et je crois que Emmanuel Macron devrait méditer cette phrase. Il a tout près de lui un bon exemple, puisque Brigitte Macron, elle, qui est dans une situation qui n'est pas simple, n'a ni fait ni dit une bêtise depuis qu'elle est à l'Élysée. Ce qui veut dire que vous avez tous intérêt, pour ces personnes qui sont de mon sexe, à vous marier très au-dessus de votre condition et de votre âge. Brigitte Gibelin, c'est un grand espoir. Si ça marche dans les deux sens, c'est un grand espoir pour tout le monde d'ailleurs. Mais nous traiterons ça dans une autre émission. Oui, Béatrice Gibelin. J'allais dire Brigitte Gibelin. Non, oui, mais bon, c'est souvent, c'est pas grave. Mais ce qui... Nicolas dit, on ne s'est pas attaqué à la dépense publique, et vraiment, et à la réforme de l'État. On va supprimer que 4500 postes, on est loin du compte, etc. Mais en même temps, on dit, ah oui, mais on est un État centralisé, l'État joue un rôle, l'État a fait la nation en France, c'est comme ça, et on n'est pas un État fédéral, on ne peut pas se passer de gouvernement pendant 16 mois comme en Allemagne, on est dans une situation autre. Et dans le même temps, on dit, il faut baisser la dépense publique. Et vous dites, oui, mais il faut bien s'occuper de l'armée, et on n'en fait pas assez. Il faut bien s'occuper de la sécurité intérieure, et on n'en fait pas assez. Moi, je dirais, il faut beaucoup s'occuper de l'éducation, même si ce que fait Blanquer est très bien, on n'en fait peut-être pas assez. Donc, où on va diminuer la dépense publique? On se rend bien compte que, effectivement, grâce aux prélèvements sociaux, qui sont effectivement les plus élevés d'Europe, on a un taux de pauvreté en France qui est plus faible qu'en Allemagne, par exemple, qui est beaucoup plus faible que ce qu'on a en Italie, qui est beaucoup plus faible que ce qu'on a dans beaucoup de pays d'Europe. Alors, moi, je veux bien, on va diminuer la dépense publique, mais où va-t-on la diminuer? Ça veut dire quoi? Ça voudra dire qu'on doit la diminuer dans une part des charges sociales qui sont trop lourdes pour les entreprises. Donc ça veut dire des aides dont beaucoup de gens ont impérativement besoin pour boucler la fin de mois. On fera quoi? Et moi, je suis très préoccupée, si vous voulez, je le redis, et par l'aggravation des inégalités sociales. J'ai travaillé 25 ans en Seine-Saint-Denis. Je l'ai vu, de mes yeux vus. Et cette tension-là, il faut vraiment qu'on la prenne en compte. Vous, Nicolas, vous dites l'islam, mais c'est pas l'islam comme ça. C'est comment, en Seine-Saint-Denis, un certain nombre de salafistes ou de militants prospèrent sur cette situation économique et sociale, de sentiment d'être des gens de seconde zone, mal perçu, mal vécu. Il y a une forme de rancœur qui est préoccupante. Et ça, il est impératif pour qu'ils réussissent et face au populisme auquel nous faisons face. Et on va voir ce soir les résultats de ce qui va se passer en Suède. Peut-être que c'est extrêmement inquiétant. Il est impératif qu'on s'occupe de ça aussi. Moi, je dirais, et c'est la dernière chose, il faut faire nation. Et c'est l'objectif que doit avoir le président aujourd'hui. Nicolas Bavrez.
Juste un mot pour la dépense publique, pour être très clair. Il y a un problème de niveau de la dépense publique et il y a un problème de son orientation et de son efficacité. Pour répondre pratiquement à la question, il y a un groupe de travail qui était un groupe de travail extrêmement divers, de gens responsables, CAP 22, qui a montré comment on pouvait baisser de 30 milliards les dépenses d'ici à 2022, tout en améliorant plutôt l'efficacité des services publics concernés. Donc c'est évidemment ce genre de démarche qu'il faut faire. Je rappellerai juste aussi quand même les masses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la protection sociale, les transferts sociaux, c'est 34% du PIB. L'État régalien, aujourd'hui, c'est 2,6% du PIB. Et je pense que cette balance, aujourd'hui, n'est pas tenable. Oui, il y a peut-être aussi un problème de recettes fiscales et notamment des problèmes qui sont liés aux différentes possibilités d'évasion fiscale. Mais je voudrais revenir sur un point, parce que j'avais trouvé que c'était très important dans la campagne électorale, c'était le discours quand le président avait dit qu'il voulait reprendre, enfin quand le candidat avait dit que président, il reprendrait le spoil system américain, c'est-à-dire le fait de s'assurer, non pas de se débarrasser des gens, mais le fait de s'assurer que les directeurs d'administration centrale sont sur la même ligne politique que le gouvernement. Sinon, on les envoie pas à Cayenne, voilà, c'est exactement Jean-Louis me souffle la transition vers laquelle je m'avançais. Nous venons de vivre une semaine où il a été beaucoup question, et nous y reviendrons sans doute, nous, la semaine prochaine, de cette tribune publiée dans le New York Times, où les uns ont trouvé des motifs de se réjouir et les autres des motifs de s'inquiéter, et quelques-uns ont trouvé des motifs et de se réjouir et de s'inquiéter. C'est-à-dire, on dit dans cette tribune que les folies du président Trump sont contrées de l'intérieur, et on dit en même temps dans cette tribune que le pouvoir exécutif élu son élection est contournée par ce qui est en l'occurrence la technocratie. Dans cette affaire du prélèvement à la source, j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait voir, et personnellement c'est ce que je vois, on peut appeler ça la revanche, en tout cas l'affirmation du pouvoir des technocrates face au pouvoir régalien. Dans l'affaire Benalla, de bons esprits, et souvent de bons esprits qui sont bien placés pour être d'encore meilleurs esprits que les bons esprits, me disent que c'est aussi comme ça qu'on peut comprendre ce qui s'est passé par une revanche de la technocratie du ministère de l'Intérieur et de la police sur le régalien. Sur ce plan-là, je n'ai pas eu l'impression et je n'ai pas entendu que le président de la République avait l'intention de revenir aux intentions, justement, et même au plus qu'aux intentions, aux directions qu'il avait données pendant sa campagne. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le prélèvement à la source. Moi, je suis opposé à cette réforme depuis toujours. Je crois, cela dit, qu'au point où nous en étions, il fallait mieux aller jusqu'au bout parce que c'était sinon un désordre total. C'est pas une réforme fondamentalement catastrophique, même si elle est inutile et inopportune. Mais je crois que c'était une réforme très politique. Elle n'a pas été voulue par Macron, elle a été voulue par Eckert, élément de gauche du Parti socialiste, et par Hollande. Et alors, Eckert la voulait pour préparer la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu en impôt progressif, et François Hollande, qui n'est quand même pas la moitié d'un tordu, la voulait pour des raisons exactement opposées. C'est-à-dire, je le fais parce que ça me permettra de ne pas faire l'impôt sur le revenu et le prélèvement obligatoire. C'est le premier pas qui me permettra de ne pas faire le second. Ça, c'est du hollandisme à l'état pur. Hein. Et donc, on a fait ce compromis, et on est avec cet enfant assez incroyable depuis un an, et effectivement, on essaie d'avoir un mode de prélèvement adapté à un impôt universel, individuel et proportionnel, alors que l'impôt sur le revenu est un impôt de niche, même, enfin, moins de la moitié des Français le payent. C'est un impôt familial et non pas individuel, et c'est un impôt progressif et non pas proportionnel. D'où le fait qu'on se triture les méninges pour essayer de voir que ça passe, et qu'évidemment, on se prépare un ensemble de bugs considérables, bien que le mode de prélèvement soit intéressant et un progrès, comme si c'était la CSG, c'est d'ailleurs le mode de prélèvement de la CSG, ce serait normal. Donc je crois quand même qu'il y avait une dimension politique, même si
si elle était complexe. Sur la direction d'administration, je suis d'accord, sur Benalla, c'est évident que le ministère de l'Intérieur en avait assez de ce petit gars, et ils ont trouvé moyen de le coincer, et effectivement, il avait donné des verges pour se faire battre, tout en battant les autres. Bon, mais sur la maîtrise des dépenses publiques, je crois que la grande erreur, c'est d'avoir accrédité l'idée, et ça rejoint ce que disait Béatrice, que l'État vit au-dessus de ses moyens. L'idée que, en réalité, il y a des rentes d'État qu'on peut... Parce que ça, c'est très commode. Parce que ça permet de considérer que s'il y a des dépenses publiques non maîtrisées, c'est la faute d'un certain nombre d'agents pervers, peu nombreux, identifiables et sanctionnables, au nombre desquels votre serviteur figure en bonne place en tant que membre du Parlement national, membre de l'Assemblée nationale. Alors, les députés s'en foutent plein les pognes, le président de la République se construit une piscine, etc., etc. Ça, c'est vraiment du pipeau, et c'est vraiment quelque chose qui permet de contourner le problème, et quand on regarde le problème, on voit bien que certainement l'État est mal géré, il y a certainement beaucoup de choses à améliorer, mais qu'on ne va pas faire d'économie sur l'éducation nationale. Monsieur Blanquer a un souci, c'est de payer mieux ses profs, il n'en a pas les moyens. On ne va pas faire d'économie sur la justice, on voudrait une justice plus rapide sans être expéditive. On ne va pas faire d'économie sur la police. On ne va pas faire d'économie sur les affaires étrangères qui est déjà à l'os, et on ne va pas faire d'économie sur la défense puisqu'on fait le contraire. Donc les grandes dépenses d'État, elles sont effectivement promises à un certain développement. Donc la vérité, c'est qu'on doit revoir le pognon de dingue, comme dirait de façon extrêmement abusive le président de la République. On doit revoir la façon dont est organisée la protection sociale, et là, c'est du dur. Et là, je crois qu'il faut quand même bien comprendre que Macron, il regarde ça avec beaucoup de circonspection, parce qu'il a certainement présent à l'esprit le dessin de Sampé, que je cite toujours, où on voit deux vieux messieurs, comme les dessine Sampé, c'est-à-dire bien habillés, avec une cravate, tout petits, assis sur des fauteuils Louis XV, dans une énorme salle avec des plafonds de 10 mètres, des lambris, etc. Et l'un qui dit à l'autre, la solution est en vous, mon cher Brochant, faites-vous sauter le caisson. Eh bien, c'est ça, le type qui se lance dans la maîtrise des dépenses publiques, là, je vous assure, je ne sais pas si les Français sont réfractaires à la réforme, ils sont certainement réfractaires au sacrifice, et là, il y aura une perte de popularité énorme. Alors, courage ou pas courage, en tout cas, c'est ça la réalité. Et quand on se lancera là-dedans, il faudra attacher ses ceintures. Alors, ajoutons à ces réflexions intérieures quelque chose sur la situation extérieure, et notamment sur la situation européenne. Il y a un peu plus d'un an, pas tout à fait un an, Emmanuel Macron prononçait un grand discours programmatique sur l'avenir de l'Europe à la Sorbonne, et depuis... nous sommes dans une situation européenne extrêmement différente. Les partis extrémistes et europhobes montent dans plusieurs pays, à l'est comme au sud de l'Europe, et elles mettent en cause la capacité des pays de l'Union à s'accorder sur les réponses à apporter aux différents défis. Le gouvernement italien, gouvernement hétéroclite, fruit de l'alliance entre les deux principaux partis extrémistes de droite et de gauche de la péninsule, donc le gouvernement italien, l'Italie, le pays pilier de la construction européenne, a rejoint en mars dernier la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, dont les gouvernements ont affirmé leur hostilité à plusieurs orientations, à plusieurs directives européennes, et d'abord à celles qui concernent l'accueil des migrants. Il y a quelques jours, dans une conférence de presse commune tenue à Milan, le nouveau ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini et le premier ministre hongrois Viktor Orban ont affirmé leur intention de créer une alliance politique et de mettre leurs forces en commun pour entraver la politique du président de la République française. Tout ça intervient à un moment où les manifestations de xénophobie se multiplient dans différentes régions de l'Europe, de la Pologne à la Saxe, en passant par l'Italie. C'est une résurgence qui se produit dans un contexte où la chancelière allemande, affaiblie à l'issue des dernières élections, doit affronter l'audience électorale croissante du parti d'extrême droite Alternative für Deutschland et les critiques de plus en plus audibles de ses alliés bavarois de la CSU, indispensables
au maintien de sa coalition. Dans ces circonstances, les États membres de l'Union devront trouver un accord pour clore les discussions relatives au Brexit qui devraient entrer en vigueur en mars et désigner un successeur au président de la Commission, Jean-Claude Juncker, à l'occasion après les élections européennes de mai. Sur cette question, Béatrice Gibelin. Oui, l'heure est grave. L'heure est grave pour l'Europe, c'est incontestable. Et les élections aujourd'hui de la Suède doivent attirer notre attention. De même, les élections en octobre en Bavière vont être des élections extrêmement importantes. On a une montée des populismes aujourd'hui en Europe, non seulement à l'Est et au Sud, mais aussi au Nord. C'est indéniable dans le cadre des Pays-Bas, c'est indéniable en Finlande, c'est indéniable au Danemark, c'est indéniable en Suède, c'est bien évidemment en France, en Italie, on l'a dit, pas en Espagne, pas encore peut-être, et pas au Portugal. Il est vrai qu'ils ont gardé des régimes extrêmement, on va dire, fascistes, pour aller vite, tant au Portugal qu'en Espagne, jusque dans les années 70. Peut-être que le souvenir n'est pas encore effacé. Mais la situation est incontestablement sérieuse. Alors, on a un président qui fait le pari de jouer l'Europe. C'est là-dessus aussi qu'il a gagné les élections en France. Il a été le président, le candidat qui a osé parler de l'Europe. Et il continue, et d'une certaine façon, Orban et Salvini, qui en font leur ennemi, il s'est aussitôt emparé de leur déclaration pour dire, eh ben oui, je suis leur ennemi et je vais mener la bataille des progressistes contre les nationalistes conservateurs. Et c'est là-dessus qu'ils jouent. Ils jouent le clivage, en espérant que la crainte de cette montée des populistes réveille les électeurs des pays européens, y compris évidemment le nôtre, de façon à ce qu'ils aillent voter à des élections où les abstentions sont toujours extrêmement massives. Les élections européennes sont des élections défouloirs, où on n'y va pas, parce que de toute façon, ça ne nous concerne pas, où on va aller voter chasse, pêche, nature et tradition, des listes fantaisistes, je veux dire, en disant, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Et puis, on y met toujours des seconds couteaux dans les grands partis, c'est bien la preuve que ce n'est pas important. Or, je pense que ces raisonnements-là, aujourd'hui, ne sont plus valables. Et je fais le pari, mais peut-être parce que je suis d'un naturel optimiste, je fais le pari qu'il va y avoir cette fois-ci une prise de conscience beaucoup plus forte des enjeux européens. Et que c'est plus le moment de faire n'importe quoi. Et qu'on va avoir effectivement une mobilisation qui est importante. Alors, on en est, je crois, à droite, à 8 candidats possibles et à gauche tout autant. Donc si on continue comme ça, évidemment, la prise de conscience ne va pas être forte. Mais il est essentiel qu'on prenne la mesure, compte tenu du contexte international, compte tenu de la montée en puissance de la Chine, qui sera la grande puissance prochainement, et du repli de l'Occident, il est quand même plus qu'urgent qu'il y ait un réveil européen efficace. Jean-Louis Bourlange. Oui, je suis... Macron a voté pour moi, mais moi j'ai été, contrairement à beaucoup de gens, un petit peu inquiet du discours de la Sorbonne. Parce que j'ai salué, j'ai fait une interview dans le Figaro à ce moment-là, j'ai salué l'esprit, l'engagement européen qui était très bon et qui était un message adressé notamment à nos amis allemands qui était très très positif. En revanche, j'avais trouvé que conceptuellement, ce discours était relativement faible. J'avais l'impression de reparcourir toutes les étapes de la construction européenne, on en prenait un peu partout, et je ne voyais pas vraiment la ligne directrice de cette relance européenne, et en particulier, je crois que d'un point de vue tactique, Emmanuel Macron a eu tort à ce moment-là de mettre tout l'accent sur l'approfondissement politique de la zone euro, le développement d'une coordination budgétaire et d'un budget européen, ce qui est effectivement quelque chose qui se défend tout à fait intellectuellement, même si c'est contesté par certains, mais qu'il n'était absolument pas en mesure de faire passer dès lors qu'au même moment, il faisait le choix de ne pas engager vraiment le faire sur la maîtrise des dépenses publiques. Et donc, il s'exposait à ce qui s'est passé, c'est-à-dire une révolte qui a été très sèchement
formulée à l'initiative du Premier ministre néerlandais. Les Néerlandais sont nos meilleurs amis, mais ce sont des amis exigeants, on va dire. Nos amis néerlandais et tous les gens de l'Europe du Nord qui ont dit « il nous bassine avec ces histoires, il n'a qu'à commencer par mettre de l'ordre chez lui, et on verra après ». Donc je crois qu'il aurait été bien préférable pour la France de mettre l'accent sur ce sur quoi nous étions crédibles et forts, c'est-à-dire l'Europe régalienne, l'Europe de la sécurité. Il y a une grande incertitude en Allemagne, une grande inquiétude en Allemagne du fait que manifestement le président Trump n'est pas en mesure, n'est pas désireux de dire, comme le président Kennedy, « Ich bin ein Berliner ». Donc on a ça. Et donc il y avait tout un ensemble de choses. Il y avait le terrorisme, notre engagement au Mali, tout un ensemble de choses sur lesquelles nous étions plus crédibles. Et effectivement, ça s'est passé de la sorte. La deuxième contradiction, ça a été sur l'immigration, puisqu'on incarne à la fois une volonté d'humanisme que je salue vis-à-vis des Italiens actuels, vis-à-vis des Hongrois, vis-à-vis des Polonais, vis-à-vis de tout un ensemble de gens qui répugnent à accueillir des immigrants. Et en même temps, quand on avait des Italiens qui étaient dans une situation différente, on n'a pas du tout manifesté une vraie solidarité. Alors regarde, moi j'avais fait un voyage en Italie en janvier dernier, et mes amis du gouvernement italien disaient « mais on attend une parole de solidarité de la France sur le traitement de l'immigration ». On n'a pas prononcé ces paroles, et on a eu Matteo Salvini. Donc je crois qu'il y avait à la fois un grand enthousiasme, et en même temps quelque chose qui n'était pas vraiment organisé, structuré. Et je pense que le grand problème de l'Europe, d'une liste européenne aujourd'hui, c'est de comprendre que le débat européen, au cours des 20 dernières années, a changé de nature par rapport à ce qu'il était avant. Avant, on avait un débat pour ou contre l'intégration européenne. On était pour, on appelait ça le fédéralisme quand on était contre, on appelait ça l'Europe communautaire ou intégrée quand on était pour, et en réalité, il y avait ceux qui étaient pour et ceux qui disaient l'Europe des patries, la défense, etc. C'est comme ça que ça s'organisait. Et puis maintenant, c'est plus du tout comme ça que ça s'organise. Maintenant, depuis, en fait, dans le sillage de l'effondrement de l'Union soviétique, la grande querelle, c'est une querelle entre deux conceptions de l'Europe que j'appellerais l'Europe universelle et l'Europe particulière ou l'Europe européenne. L'Europe universelle, c'est celle qui, en fait, a réuni à la fois les eurosceptiques comme Chirac, Aznar, Schröder, Berlusconi, qui notamment à Helsinki ont décidé d'engager les négociations d'adhésion avec la Turquie. C'est une Europe qui a réuni ces gens-là avec la partie la plus idéaliste, la plus à gauche aussi, de la technocratie bruxelloise. C'est une Europe qui se veut exemplaire. Les positions qu'on prend ne sont pas des positions qui sont dictées par notre intérêt, mais par l'idée que nous nous faisons de ce que doit faire la cité mondiale. C'est une Europe qui est circulatoire. Il ne s'agit pas simplement de vouloir, il s'agit de circuler. Et c'est une Europe indéfinie, illimitée. Tandis que, face à cela, et les deux étaient liés avant, mais elles ont éclaté avec l'URSS. On a l'Europe universelle, c'est-à-dire une Europe qui repose sur l'idée de synergie, mobilisons nos forces ensemble, sur l'idée d'une révolution copernicienne. Il ne s'agit pas de faire la paix entre la France et l'Allemagne, c'est fait, mais d'organiser notre influence, notre rayonnement face au reste du monde, puisque nous ne sommes plus au centre du monde, comme dirait Pascal, nous sommes au milieu du monde. Et donc c'est tout à fait différent, et il s'agit d'organiser, d'avoir donc des institutions fortes, une politique économique, une politique militaire. Et ces deux schémas ne sont pas les mêmes. Et la question qui est posée aujourd'hui, c'est comme l'Europe circulatoire, exemplaire, universelle, a prévalu, on a ces réactions identitaires partout en Europe de gens qui disent non, ce qu'on veut c'est défendre notre précaré, c'est être maître chez nous. Et donc, tout ça dérive vers un identitarisme d'extrême droite que l'on voit fonctionner. Et le grand pari des Européens aujourd'hui, c'est de tenir ensemble, de démontrer qu'on peut être humaniste sur le plan de l'immigration sans être circulatoire, qu'on peut être respectueux des valeurs universelles tout en affirmant les intérêts de notre continent, notamment en matière de commerce, par la réciprocité, par rapport aux autres, qu'on doit en même temps être puissant
et ouvert, que l'économie doit être ouverte, on ne va pas se refermer sur le protectionnisme, ça n'a pas de sens, mais qu'elle doit être régulée et équitable. Et donc, c'est pas la mort du en même temps, au contraire, c'est la réaffirmation d'un en même temps qui saurait se penser. Et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et quand je vois le gouvernement et le président s'engager sur la défense des progressistes, alors les progressistes, c'est incroyable. Le progressisme, c'est les pires cotes, c'est le futur antérieur, le progressisme. C'est le futur tel qu'il était dans les années 50. C'est une idéologie complètement vieillotte. Ce qu'il faut, c'est au contraire faire du réformisme de sauvegarde. Ce que je disais tout à l'heure, sauvegarder ce qui est très précieux pour nous, ce précieux capital que constitue l'Europe et qui ne peut être fait qu'en mobilisant ça. Et si nous n'arrivons pas à faire une offre politique qui reprend ces deux exigences, l'exigence de solidarité européenne et l'exigence d'affirmation d'une société européenne, je parlerai comme Sieyès, pour terminer. Sieyès disait du tiers-État, qu'est-ce que le tiers-État dans la France? Tout. Qu'est-il dans l'ordre politique? Rien. Que demande-t-il à l'avenir? Être quelque chose. Eh bien, l'Europe, qu'était l'Europe avant, dans l'ancien monde, c'est-à-dire en 1914? Tout. Qu'est-elle depuis 1945? Rien. Qu'aspire-t-elle à devenir? Quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est à nous de l'incarner. Si nous manquons le coche, ça sera dramatique. Il y a chez Jean-Louis Bourlanges une pneumologie qui me décourage de toute espèce d'interruption. C'est étudié mais pour. Hein. Dont je demande vraiment ce que la faculté un jour éclaire les mécanismes. Nicolas Bavrez. Non, tout ce qui a été dit me paraît extrêmement juste. Si l'élection d'Emmanuel Macron a eu un retentissement mondial, c'est parce que d'abord, un certain nombre de gens ont cru que ça marquait au moins un coup d'arrêt à l'onde de choc populiste qui était parti en 2016 du Brexit et puis l'élection de Donald Trump, et parce que c'était la première fois depuis très longtemps qu'on gagnait un référendum sur l'Europe. Son idée, il avait un accord avec Madame Merkel là-dessus, c'était donc d'avoir en pendant des réformes françaises la refondation de l'Europe, mais avant tout de la zone euro avec une touche de souveraineté. Et puis il avait rajouté sa touche personnelle avec l'Europe en marche où on retrouvait les bonnes initiales, c'est-à-dire EM. Ce projet a été clairement télescopé à la fois, surtout par l'évolution du monde, un peu par les erreurs du président dans ses discours de la PNIX et de la Sorbonne, ce qui a été rappelé. Donc, le vrai télescopage, c'est ce qui s'est passé et que personne n'attendait. Les élections allemandes, tout le monde disait que quoi qu'il puisse arriver, Madame Merkel restait au pouvoir et que on pouvait simplement discuter de la coalition, mais que ce qui s'est passé est extrêmement différent. Et Madame Merkel est aujourd'hui tétanisée, paralysée, et non seulement sa coalition est fragile, mais son propre parti ne lui obéit plus. Il y a ce qui s'est passé en Europe avec deux mouvements importants, l'onde de choc populiste Autriche, Italie, on l'a rappelé, mais aussi le modèle de la démocratie libérale de Viktor Orban qui est en train de faire de plus en plus d'émules. Et puis il y a le choc Trump avec le fait que l'Union européenne est clairement désignée maintenant parmi les adversaires des États-Unis, que l'Union est ciblée par la guerre commerciale et monétaire lancée par Donald Trump et que par ailleurs, il déteste également l'OTAN et la solidarité entre alliés. Donc tout ceci a complètement remis en question le projet d'Emmanuel Macron et on a trois enjeux qui sont très importants et trois enjeux qui ont dérapé. Le problème de l'euro, avec une refondation qui est refusée explicitement par l'Europe du Nord, et en même temps un problème majeur de l'Italie, qui a donc aujourd'hui 130% du PIB de dette publique, et si on applique le programme de la coalition, c'est 108 à 125 milliards de dépenses supplémentaires avec un déficit qui passerait à 6% du PIB. Donc là, on relance immédiatement la crise de la zone euro. Le problème des migrants avec non seulement maintenant, on disait que c'est un clivage Est-Ouest, sauf qu'aujourd'hui, c'est aussi un clivage entre l'Italie, la France et l'Allemagne. Et puis ensuite, le problème des valeurs. Je crois que sur Orban, on s'est beaucoup trompé. C'est-à-dire qu'il est faux de dire qu'il n'y a rien dans les traités européens, y compris au titre de la solidarité, qui oblige un pays à accueillir
des migrants ou des réfugiés dont il ne voudrait pas. Sur les réfugiés, il y a en revanche des conventions internationales. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a en revanche beaucoup de dispositions qui rendent inacceptables les violations de l'état de droit, la mise en coupe réglée de l'économie par des oligarques, le tout financé par des fonds européens. Et donc, on a, à mon avis, fait beaucoup de confusion là-dessus. Donc, Emmanuel Macron s'est retrouvé effectivement isolé sur l'euro, sur les migrants, et finalement la seule force aujourd'hui dont il peut disposer, c'est Ciudadanos en Espagne, ce qui est faible. Et je rejoins ce qui a été dit par Jean-Louis Bourlanges. Ces élections européennes de mai 2019 se présentent avec un énorme risque d'avoir une situation à l'italienne au stade de l'Union. Et la pire des approches, c'est progressisme contre ce qu'on appelle les nationalistes. Parce qu'il faut voir que le progressisme, les gens mettront derrière le conservatisme, l'absence de changement, l'impuissance face à l'immigration, et que derrière les nationalistes, les gens mettront les nations, la volonté d'agir, de contrôler les frontières et de contrôler l'immigration. Et si on veut jouer un référendum sur ce thème-là, je peux déjà vous donner le résultat, c'est que c'est ceux qu'on appelle les nationalistes qui l'emporteront, et c'est absolument ce qu'il faut prévenir, avec deux lignes, la ligne de défense des libertés et donc de l'état de droit, et la ligne de la sécurité qui a été indiquée, qui est fondamentale et qui n'est pas du tout idéologique. La sécurité, c'est le premier droit des citoyens dans une démocratie. Je vous remercie. Nous sommes maintenant arrivés à notre dernière séquence, celle au cours de laquelle nous recommandons telle ou telle de nos lectures, de nos passages au cinéma, au théâtre, ou d'ailleurs un événement, si ça nous plaît. Et c'est Béatrice Gibelin qui va ouvrir cette séquence des brèves. Eh bien, moi, je suis tombée par hasard sur un ouvrage de Joseph Kessel, qui sont ses reportages entre 1919 et 1929, Le temps de l'espérance. Et c'est extrême. D'abord, c'est très bien écrit, hein, ce qui est toujours très agréable. Et puis, ça démarre par le démarrage du combat pour l'indépendance de l'Irlande. Et il montre très bien comment un peuple qui est absolument déterminé à retrouver sa liberté, rien ne peut l'arrêter. Et c'est tout à fait intéressant à lire. Et il y en a un deuxième que je trouve intéressant, qui est il va en Israël, qui n'est pas évidemment encore un État, puisqu'on est dans les années 20, et il est absolument fasciné par ce qu'il voit avec les militants sionistes en train de travailler et transformer la géographie de ce territoire. Pour ceux qui aiment les bons reportages, avant les réseaux sociaux, faites-vous plaisir. Nicolas Pavrez. La liberté politique va de nouveau être l'enjeu central du XXIe siècle. Il y a deux lignes de front. La première, la démocratie contre les démocratures, et à l'intérieur des démocraties, les démocrates contre les populistes. Et je recommande donc le livre de Yascha Mounk, Le peuple contre la démocratie, qui est publié par les éditions de l'Observatoire et qui donne une vision à la fois américaine et européenne extrêmement pertinente de cette onde de choc populiste qui aujourd'hui déstabilise les nations libres. Je me joins à cette recommandation. Jean-Louis Bourlanges. Oui, vous avez sans doute, pour beaucoup d'entre vous, vu et aimé le film sur la décision majeure de Winston Churchill de refuser la médiation italienne et de continuer la guerre contre Hitler après les premiers désastres de 1940. Ce film s'appelait Les Heures sombres, vous l'avez vu. Eh bien, cet été, j'étais en vacances chez mon ami Jérôme Jaffré, dans sa bibliothèque, j'ai trouvé un livre paru en 2002, mais c'est l'usage, de John Lukács, qui est un historien américain, qui s'appelle Churchill, Londres, mai 1940. Et alors, c'est ce livre-là qui est certainement à la base du film, car il décrit les 5 jours décisifs de la vie du cabinet britannique qui ont conduit Churchill à prendre cette décision. Alors c'est assez amusant parce que Lukács avait commencé par faire... C'est une sorte de zoom, ce livre. Il avait commencé par faire un livre sur la dernière guerre européenne, septembre 40, décembre 41. Après, la guerre devient mondiale. Ensuite, il a resserré. Il a fait un livre qui s'appelait Le duel Churchill-Hitler, le 10 mai 40, le jour où Churchill arrive au pouvoir, jusqu'au 31 juillet. Et puis, il a fait ce dernier livre
livre sur les 5 jours qui ont été décisifs, si bien qu'un de ses amis lui a dit « Je pense que ton prochain livre, ça sera sur les 3 heures de la décision de Churchill ». Et là, on voit vraiment ce qui est à la base du livre, c'est-à-dire l'extraordinaire intelligence en même temps des opposants, notamment l'argumentation d'Halifax est extrêmement solide contre Churchill, et il fallait vraiment avoir quelque chose de plus qu'une simple intelligence pour accepter, relever le défi de la Seconde Guerre, de la poursuite de la lutte contre Hitler. En tout cas, si vous avez aimé ce film, procurez-vous ce livre, il existe encore, Churchill, Londres, mai 1940, John Lukács. C'est évidemment sur notre site que vous trouverez le rappel des références de toutes nos recommandations. Nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, à l'École alsacienne, que je remercie de nous accueillir cette année, comme elle nous a accueillis l'année dernière, et quand même son accueil a eu un rôle décisif dans notre décision de continuer. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de me rapprocher ces derniers temps de l'École alsacienne et de découvrir son fonctionnement, donc que je résumerai en disant que faute d'avoir pu être son élève quand j'en avais l'âge, j'aimerais bien devenir son élève honoris causa. Cette discussion sera probablement tenue prochainement au sein du conseil d'administration, en tout cas je l'espère, mais ce qui est certain, c'est que ce que j'ai découvert est exposé dans un livre du directeur de cette école, Pierre de Panafieux, livre qui s'intitule « Cas d'école » et qu'il a écrit en collaboration avec un ancien de l'école qui est aujourd'hui directeur de Courrier International, Éric Scholl, qu'il publie chez Fayard et qui, dans une période où on est en train d'essayer de reprendre... J'allais dire de reprendre en main le mammouth. Je ne suis pas sûr que cette image soit tout à fait pertinente. Mais enfin, vous m'avez compris et je ne veux pas développer cette idée plus longtemps. Il est très recommandable de lire cet ouvrage. Je remercie aussi Christian Saury de l'École alsacienne et Charles de Silla qui nous ont enregistré pendant cette heure. Je remercie Benoît Heurtel qui est désormais l'assistant de cette émission. Je remercie Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui nous produisent et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel enregistrement, mais je vous donne rendez-vous aussi d'ores et déjà dans quelques minutes pour ceux qui sont ici et dans quelques jours pour ceux qui nous écoutent à travers leur ordinateur pour la traditionnelle période de questions et d'interventions après l'enregistrement public, période intitulée Le Bada. Merci beaucoup, à tout de suite ou à tout à l'heure.